Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Donc ce soir, nous allons vous parler de l'utilisation des métriques dans un contexte agile. D'accord ? Donc que ce soit sur des projets en Scrum, que ce soit sur des projets en Kanban, quelle que soit la méthodologie agile que vous utilisez, et même de manière générale, je pense qu'il y a certaines considérations qui sont généralisables à tout type de projet. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, on va se présenter. Ricardo, je t'en prie. Ricardo Minotto, ancien développeur, chef de projet depuis 3 ans, actuellement chef de projet transverse dans une grande banque. Qu'on ne citera pas. Qu'on ne citera pas. Et donc Sébastien Ménétrier, je travaille dans la cellule agile de SOAT, donc je suis formateur agile, coach et auditeur aussi. Donc, nous avons décidé de faire cette présentation sur les métriques. Au final, c'est venu d'une problématique que moi j'ai pu rencontrer il y a quelques années dans une autre grande banque qu'on ne citera pas non plus. Dans cette banque, je travaillais dans une cellule où notre objectif c'était d'accompagner les équipes dans leur transition dans l'agilité et puis de les accompagner aussi dans la mise en place des différents outils qu'ils pouvaient utiliser pour faciliter cette transition. Et donc, bien évidemment, on a parlé très rapidement des outils de reporting, de métriques, etc. Et puis un jour, il y a un chef de projet qui m'a appelé parce qu'il avait besoin d'aide. Il passait à peu près, il travaillait sur des itérations d'1 mois. Et sur son itération d'1 mois, il passait à peu près 3 jours sur le mois, 3 jours juste à faire des rapports, à construire un très très gros rapport pour son supérieur direct. Et donc, il voulait savoir s'il n'y avait pas des possibilités, si dans la liste des outils qu'on avait, et là, excuse-moi, non, c'est lui qui est passé, c'est tout, excusez-moi. Donc, il voulait juste voir si dans la liste des outils qu'on pouvait lui proposer, il n'y aurait pas, par hasard, des outils qui pouvaient lui simplifier la vie. Donc, j'ai été le voir, on a commencé à regarder les métriques qu'il produisait, tout un tas de tableaux, de graphiques, de trucs assez compliqués. Donc on a commencé à regarder ce qui existait. Puis à un moment, je suis quand même pris d'un doute. On s'est arrêté. J'ai pris le dossier du mois précédent, donc un dossier de, je sais pas, une trentaine de pages à peu près, peut-être 30, 40 pages, enfin, un truc assez conséquent. Et puis on a été voir son chef, qui était le bureau d'à côté. Bonjour, voilà. Donc tous les mois, on te fournit ça. Qu'est-ce que tu utilises exactement là-dedans ? Cette page-là et cette page-là. Ok, problème résolu. Et donc de là est venue la réflexion qu'il y a un gros problème avec les notions de métrique. C'est quelque chose qu'on fait et on s'est rendu compte que trop souvent on ne se pose pas assez la question de pourquoi on le fait. Et donc on voudrait mener cette réflexion ce soir avec vous sur pourquoi on fait des métriques, comment on fait des métriques, comment on peut challenger les métriques et à quoi servent ces métriques. D'accord ? Donc alors, à certains moments, on va vous demander votre opinion, donc vous n'hésiterez pas à intervenir. On va vous solliciter un petit peu. Et donc, plus concrètement, comment ça va fonctionner ? Donc, on va donner quelques considérations générales sur ces notions de métriques. On va se poser des questions donc, de pourquoi et pour qui, et on va vous proposer une classification de métriques en 5 types de métriques. Classification personnelle qu'on vous présentera. Qui est totalement challengeable. On pourra en débattre à la fin si vous voulez. Donc ensuite, on va reprendre les exemples classiques de l'agilité, que ce soit dans le Scrum ou dans le Kanban, par exemple, et on va essayer justement de les rechallenger, c'est-à-dire, ok, très bien, alors cette métrique, on l'a fait, mais on s'en sert, à quoi elle sert exactement, et dans quelle catégorie, ou dans quelle catégorie avec un S éventuellement, on va pouvoir la mettre. Après, on parlera des métriques objectives, donc des métriques très statistiques contre des métriques qui seront plutôt de l'ordre du ressenti, donc on verra ce qu'on peut en dire. On verra concrètement comment utiliser ces métriques donc de manière générale, des bonnes questions à se poser avant de les mettre en place. On va parler de l'outillage, parce que c'est une question à se poser effectivement. Et puis après, si vous-même vous avez des manières d'utiliser des métriques particulières, des outils donc que vous auriez envie de partager avec les autres, ça sera le bon moment pour en parler avant de conclure et d'aller manger des pizzas. Voilà. Ricardo, je t'en prie. Tout d'abord, quelques considérations générales sur les métriques, notamment qui partent de la réflexion de l'anecdote qu'a cité Sébastien. Il faut toujours s'intéresser aux métriques, les challenger, les réfléchir. Pour rentrer un peu plus dans les détails, une métrique, ça a un coût.
un coût en temps, un coût en argent, en énergie, peu importe la manière, il y a un coût. Qui dit coût, qui dit ROI, on pense tout de suite à l'intérêt de cette métrique. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment réfléchir à la métrique, pour qui elle est faite, qui l'utilise, qui l'interprète. Vraiment réfléchir sur le fond de la métrique et les challenger comme supprimer les métriques si personne ne les utilise, personne ne les interprète et autres. Donc, on va voir ça un peu tout au long de la soirée. Mais ayez en tête, il faut toujours réfléchir sur les métriques, se poser les questions pourquoi elles ont été mises en place, surtout éviter les dérives et autres, comme on pourra le voir au cours de la soirée, et les challenger toujours dans une démarche d'amélioration. On en reparlera un peu plus tard. Et pour compléter, c'est pas parce qu'une métrique que vous avez mise en place était utile à l'instant T qu'il ne faut pas se reposer sa question 1 mois, 2 mois, 1 an après. Est-ce que c'est toujours utile d'utiliser cette métrique? Alors, ceci étant posé, maintenant qu'on a bien ça en tête, pourquoi on fait des métriques et pour qui on fait des métriques? Donc on en a discuté ensemble et nous, de notre point de vue, il y a vraiment 5 grandes catégories de métriques que l'on va pouvoir utiliser. Alors on se met dans la peau d'un chef d'équipe, d'un chef de projet, d'un Scrum Master, peu importe. Donc de notre point de vue, parce que c'est généralement à nous qu'on va demander de faire les métriques, de faire ces reportings, de notre point de vue, qu'est-ce qu'on peut trouver? Dans un premier temps, on va trouver les métriques qui vont nous permettre d'organiser le travail de notre équipe au jour le jour. Okay? Que ce soit... Je vais vous mettre au tableau les catégories pour que vous les ayez en tête tout au long de la soirée. Et on s'en servira par la suite. Donc, les métriques qui vont nous permettre de gérer le travail de notre équipe, que ce soit pour déterminer notre capacité, pour nous aider à trouver un engagement, pour détecter au plus tôt des dérapages et voir comment essayer de les contrôler, de les résorber, etc. En tout cas, voilà, on a ces métriques qui vont nous permettre de gérer notre travail au quotidien, à court ou à moyen terme, on va dire. Donc ça, c'est des métriques qui sont assez faciles à comprendre. C'est vraiment celles que, voilà, j'en vois tout de suite l'utilité et je peux très facilement les challenger vu que c'est moi qui m'en sers. Après, on a toutes ces métriques qui ne nous servent pas directement, mais qui sont demandées par la hiérarchie. D'accord? Toutes les métriques qui vont nous être demandées par le management. Problème de... Donc, alors celle-là, là déjà, il va falloir commencer à les challenger parce que, très bien, tu me demandes de faire quelque chose. Moi, personnellement, ça ne me sert pas, mais ça me coûte. Donc, je veux bien le faire, mais il va falloir me le justifier. OK? Donc, pour le management. Troisième métrique, cette fois, c'est plus vis-à-vis de notre hiérarchie, c'est plus vis-à-vis des gens qui nous demandent de faire les choses, de nos clients. Alors que ce soit des clients internes, type un autre service, une MOA ou quoi ou qu'est-ce, que ce soit des clients externes, néanmoins, on va avoir ces types de métriques aussi qui vont nous être demandés. Alors là, on va souvent être dans des notions de suivi d'avancement. Dans le cas précédent, on peut être aussi dans de l'avancement, on peut être dans du budget. Là, on va souvent être dans de l'avancement, offrir de la visibilité, etc. Donc là encore, ce sont des métriques qui, moi, en tant que chef d'équipe, ne me sont pas utiles directement. On me les demande, très bien, je veux bien les fournir, mais là encore, il faut être capable de demander, ok, mais à quoi ça vous sert exactement? Quatrième point, les décisions stratégiques. Donc là, on monte d'un cran, on monte d'un niveau, c'est la vision, la stratégie, donc des métriques qui sont à la fois pour aider à prendre des décisions stratégiques et également un effet rétroactif, justifier les décisions stratégiques déjà prises. Donc aide à la prise de décisions stratégiques et justification des décisions stratégiques déjà prises dans le passé. Et enfin, cinquième catégorie, l'amélioration continue. Donc vous connaissez pour la plupart la route Deming, PDCA. Je vais la détailler. Donc le premier, excusez-moi, le PDCA, je vais vous détailler les initiales de cette route Deming, qui est une route d'amélioration continue. P pour plan. Donc la planification est très importante, notamment dans le sujet de notre soirée des métriques. C'est
définir les objectifs. Vous allez définir quels sont vos objectifs. Vous pouvez utiliser pour l'effet mémotechnique l'acronyme SMART, les objectifs SMART. S comme spécifique, M comme mesurable. C'est très important ce point, ne pas prendre d'objectifs trop vagues pour lesquels vous ne pourrez pas trouver de métrique pour les mesurer derrière. Vraiment prendre un objectif mesurable. A pour atteignable, accessible. R pour réaliste, cohérent vis-à-vis de votre culture d'entreprise. Et T pour temporellement défini. Donc très important, établissez vos objectifs. Derrière, vous passerez au do, vous exécuterez votre plan d'action, vous exécuterez votre business. Autre point important, le C. C'est là où on rentre dans le cœur des métriques, le check. Vous allez mesurer ce que vous avez fait, le do, grâce aux métriques que vous aurez définies en accord avec le P, les objectifs. Et ensuite, vous avez interprété vos métriques, vous en avez déduit des améliorations potentielles, vous agissez. Acte. Et on recommence dans une démarche d'amélioration des métriques. Donc l'idée derrière ça, c'est vraiment que dans l'amélioration continue, on ne s'améliore pas comme ça au fil du vent pour avoir une amélioration continue efficace. Il faut mesurer, connaître d'où on part, savoir où on arrive, compter. On verra ce qu'on peut compter. Donc compter, mesurer. Et c'est seulement là qu'on est capable de dire si notre choix d'amélioration porte ses fruits ou pas, si on doit le conserver, si on doit continuer l'amélioration, etc. Alors, donc je vous rappelle, des métriques pour organiser le travail de son équipe, des métriques demandées par le management, donc pour interagir avec notre management, des métriques pour interagir avec notre client, des métriques pour prendre des décisions stratégiques et des métriques pour mettre en place une amélioration continue efficace. OK ? Alors maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de balayer donc les principales métriques que l'on a l'habitude d'utiliser sur nos projets agiles. Et pour chacune de ces métriques, c'est essayer de discuter ensemble. À votre avis, on est plutôt sur du 1, du 2, du 3, du 4, du 5. Souvent, on va être sur plusieurs éléments à la fois, d'accord ? Donc l'idée derrière tout ça, ça va être de dire, bon, très bien, on sait que Scrum nous demande de faire un sprint burn-on chart, ok, mais pourquoi, pour qui exactement ? Enfin, il ne faut pas oublier de se poser la question de pourquoi on fait les choses. Okay, on ne le fait pas juste parce que c'est dans le bouquin. Bon, alors, justement, on va commencer. On va avoir des notions de sprint burn-on charts. Alors, je ne sais pas si tout le monde est assez familiarisé avec les notions de Scrum ici. J'imagine que ça doit parler à une majorité d'entre vous. Juste pour faire simple, sprint burn-on chart, l'idée c'est on s'est engagé en tant qu'équipe sur une quantité de travail à fournir pour une itération, mettons 2 semaines. Donc, on a une quantité de travail à faire, on va suivre au jour le jour l'avancement de ce travail. Donc, la ligne bleue, c'est la ligne théorique. Si j'avais un travail totalement régulier, mon travail serait consommé de cette manière-là. En rouge, là, ça va être la ligne réelle. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai effectivement fait ? Ça nous permet de voir 2 choses. Des fois, on va voir qu'on travaille plus vite que ce qu'on avait prévu. Donc éventuellement, ça veut dire qu'on a libéré de la capacité de travail, qu'il va falloir réfléchir à utiliser d'une manière ou d'une autre. A l'inverse, des fois on va être au-dessus, ce qui potentiellement va pouvoir nous indiquer qu'on a un problème, et ça va nous permettre de détecter au plus tôt qu'on a un problème et qu'on est potentiellement en train de déraper. Peut-être il va falloir agir ou pas. Alors, basiquement, on va dire qu'il y a 2 types de burn-down charts, pour faire simple. On va avoir des burn-down charts qui vont être en termes de user story, donc on va vraiment regarder les fonctionnalités une par une, et on va dépiler. Dès que la fonctionnalité est terminée, on dépile, on descend sur notre chart. D'accord ? Donc vraiment, on est au niveau de la fonctionnalité. Puis on peut avoir des burn-down charts, et donc celle-là, souvent, on va utiliser des notions telles que les points de complexité, les story points, etc.,
pour mesurer cet avancement. Et puis on peut aussi avoir des burn down charts qui vont plutôt être au niveau des tâches techniques. Donc en Scrum, on dit qu'on a des user stories, que l'on peut les découper en tâches techniques. Ces tâches techniques étant gérées par les développeurs, étant créées et gérées par les développeurs. Bien. Donc notre sprint burn down chart, l'idée c'est ça, on va non plus regarder les user stories, mais on va descendre un cran en dessous. On va regarder nos tâches techniques. Ces tâches techniques, on les aura estimées en heures. Et là, on va travailler sur du reste à faire. Alors, basiquement, j'ai une tâche estimée à 4 heures. J'ai travaillé 4 heures dessus. Elle est finie. Reste à faire 0. Très bien. Hop, ça descend de 4 heures. Tout va bien. Ça, c'est le cas idéal. Mais là, ça va être un petit peu plus complexe comme mécanique parce qu'on pourrait aussi avoir des cas comme j'ai travaillé 4 heures dessus. Donc j'ai une tâche de 4 heures. Oui, j'ai travaillé 3 heures dessus. Et j'ai fini plutôt que prévu. Donc ça va descendre plus vite. A l'inverse, j'ai une tâche, 4 heures, j'ai bossé 3 heures dessus, et à la dernière heure, j'ai découvert que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait estimé. In fine, il nous reste 8 heures de travail dessus. Et là, on va avoir des courbes qui peuvent remonter. D'accord ? Donc là aussi, on va pouvoir en tirer des indications du type on est en avance, donc on peut accepter des tâches en plus, on peut faire du refactoring, on peut utiliser cette capacité, ou à l'inverse, on est en retard. Et donc, il faut éventuellement mettre en place des solutions de résolution de problèmes. Bien. Une fois ceci posé, à votre avis, les burn down charts, alors déjà, est-ce qu'il y a une différence, à votre avis, de cible entre ces deux burn down charts? Et si oui, c'est quoi la cible? C'est quoi la catégorie? Pardon? Équipe. Pour les deux? Ok. Ça peut se défendre aussi. Alors, le fait que l'heure, ce soit clairement un indicateur pour l'équipe, ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne serait pas d'accord avec ça. Effectivement, le burn down chart en heure, ça nous permet de driver très finement l'activité de notre équipe. Petit aparté, ça peut éventuellement être coûteux à mettre en place. La question est à se poser. On en reparlera quand on va parler d'outillage, par exemple. On pourra réouvrir ce débat, mais effectivement, c'est coûteux et puis ça demande du travail de la part, cette fois, ce n'est pas uniquement de la personne qui va collecter les données, tout le monde, toute l'équipe est censée travailler à loguer son temps, à mettre son reste à faire à chaque fois. Donc, coûteux, mais permet de driver très finement le travail de l'équipe et où on en est. Excusez-moi, ça fait oui. un peu flicage quand même, entre guillemets. Ça peut faire flicage, ça peut être, je suis tout à fait d'accord, suivant comment c'est présenté, suivant ce qu'on en fait, ça peut être très mal perçu par les équipes. On est tout à fait d'accord. Ça, c'est le gros problème du time tracking. On rejoint il faut faire très attention au danger des métriques. Voilà. Ouais, On est d'accord. on en reparlera de ce point-là effectivement un petit peu plus tard. Mais je suis tout à fait d'accord que sur celle-ci en particulier, elle peut être très mal vécue. Alors le point sur les user stories, alors point de vue, pour le client, oui, ça peut être un très bon indicateur parce qu'on a vraiment le client lui, sa user story, le fait qu'elle soit faite à moitié, qu'il y ait du reste à faire ou pas, ça va rarement le concerner. Souvent, lui, ce qu'il veut, c'est savoir si sa fonctionnalité est faite ou pas. Ça peut lui suffire comme information au fil de l'eau. Sur des points d'arrêt précis, il va peut-être falloir rentrer plus en détail, mais du moins pour une information au fil de l'eau, comme le propose le burn down chart, ça va lui suffire. Donc oui, moi je suis assez d'accord effectivement pour dire que ça, c'est un bon indicateur pour le client. Si le client est sur le plateau, si le client a accès à cette information. Là, ça va dépendre de votre contexte, évidemment. Oui. Quand vous dites client, c'est la personne qui paye à la fin? Alors, client, c'est... C'est un peu pour définir un petit peu... Ok, client pour moi, c'est la personne qui exprime l'exigence fonctionnelle. Alors, suivant votre contexte, ça va pouvoir être le product owner, ça va pouvoir être un vrai client final. Du moins, client, c'est la personne qui a le besoin fonctionnel. Alors que, par opposition à manager, qui est la personne qui est au-dessus de vous hiérarchiquement. Oui. Non, voilà, c'était pour la D'accord. planification management. Ok, donc c'est ça. C'est management, c'est vertical et client, c'est horizontal, on va dire, comme relation. Pour simplifier dans le. Oui. Je peux peut-être dire pourquoi c'est pas pour le client? Ah ben, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Parce qu'on a souvent un effet d'escalier, voire de falaise. Tout à fait. À la fin du sprint, on livre toutes les stories et pendant le sprint, on livre rien. Tout à fait. Et donc, Ça dépend de la granularité. Il est urgent de ne pas produire d'indicateurs à la journée.
Alors, moi, j'aurais tendance à dire, ça dépend du contexte. Si on a une très bonne relation avec son product owner, qui a bien compris les règles du jeu, qui sait comment ça marche, ça passe. Il comprendra le bordel horaire. Mais on n'est pas obligé de le mettre en place. Mais je suis d'accord, hein, ça se discute effectivement. Et ce point-là en particulier, on en parle un petit peu plus loin, effectivement, sur la mauvaise interprétation des métriques. Donc, on rebouclera Il n'y a dessus. pas une réponse possible. Oui, alors, Justement, juste... c'est pour rebondir Ouais. sur le point d'avance. Si on fait une granularité à la journée, ça sous-entend qu'on est capable de faire le design et le test de la user story dans la journée. Oui. Ça veut dire que la backlog est hyper précise. Oui, c'est ça. En fait, celui-ci va être exploitable par le client suivant la granularité qu'il aura. Donc, ça ne marchera pas dans tous les cas. On est d'accord. On a l'impression qu'effectivement, il va y avoir un effet palier plutôt vers la plupart du temps. C'est plutôt vers la fin Ça, que le problème ça se pose. peut arriver. Ça arrive assez souvent, effectivement. Donc, ça peut être un indicateur client à manier avec précaution parce que, effectivement, les effets de palier qui peuvent être totalement normaux, effectivement, toutes mes stories, mettons, il va me falloir 5 jours pour les faire. Donc, pendant 5 jours, très plat. Ça peut déclencher un sentiment d'alerte, alors que non, c'est normal, on est tous en train de travailler tranquillement, pas de problème. D'accord. Donc effectivement, vis-à-vis du client, à manipuler avec précaution, suivant la granularité et la compréhension que le client a de la métrique. Oui. Je pense qu'il y a un point aussi amélioration continue dans le sens où ça permet justement de voir si une équipe a tendance à surestimer ou sous-estimer. Ah oui, c'est pas bête ça. Après, J'avais pas vu ça comme ça. Après, je suis en train de me demander, quand vous dites, bon, bah, si on est au-dessus, ça veut dire que globalement, voilà, il y a du reste à faire, et si on est en dessous, on va pouvoir utiliser ce temps à refactorer. Et pour revenir sur le point flicage, c'est est-ce qu'une équipe qui suit finalement une courbe telle qu'elle a été définie, une courbe régulière, elle doit être valorisée pour le fait qu'elle arrive à bien estimer, et on doit rester là-dessus, ou elle doit être challengée pour passer en dessous? Alors ça, on va en parler un peu plus loin quand on va parler d'une métrique sur la précision justement de l'engagement de l'équipe. Moi, j'aurais tendance à dire qu'une équipe... Exactement. La vélocité doit s'améliorer, mais en fait, ça doit marcher dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est mon point de vue en tout cas, je sais que sur les sprints précédents, j'ai fait 60. Sur le sprint d'après, je vais m'engager peut-être un peu plus, parce que j'estime qu'on est capable de faire mieux, et je vais essayer de tenir cet engagement-là. Par contre, si je prévois 60 et qu'au final je fais 65, c'est peut-être pas forcément très très bien parce que, alors oui, j'ai plus produit, mais j'ai mis par exemple mon product owner au pied du mur parce que je l'ai forcé à travailler plus vite sur une user story alors qu'elle n'était pas prête. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai plutôt tendance à viser le 100% plutôt que le 110%, quitte à et plutôt à se surengager un petit peu au départ. Mais voilà, on va en reparler sur la précision. Oui. C'est pour répondre à monsieur qui est à ma gauche, Franck, par rapport à, vous disiez que en gros c'était pas destiné pour le client, on va dire ce type de board là, de graphique. Alors je dirais celui de gauche, ça dépend en fait, si le client c'est le PO. On est revenu en arrière, je ne sais pas. Parce qu'en gros le client c'est soit l'utilisateur final ou soit le product owner. Attends, je Et reviens. normalement le product Les owner, zooms. J'arrive. Je vous écoute. Hein. J'ai ce petit problème technique de prési qui part en vrille. Voilà. en gros, en fait, c'était pour dire en fait que le graphique qui est à gauche, pour moi, alors c'est pour rebondir ce qu'a dit Franck, pour lui, c'était pas à destination du client. Et alors, pour moi, en fait, ça, je mettrais un bémol. Si c'est un utilisateur final, je suis entièrement d'accord avec lui. Par contre, si c'est le product owner, si on se rend compte qu'à la fin, en fait, toutes les stories elles sont validées qu'à la fin, et que c'est lui qui doit les valider, bah, quelque part, il devrait connaître cette information. Et donc, pour moi, il faudrait partager, on va dire, ce graphique à des fins. Après, je sais pas. En l'occurrence, le product owner, il est présent quotidiennement avec l'équipe et donc il a accès au graphe, mais ça reste un graphe qui reste dans l'open space de l'équipe. Ok. Mais en même temps, ces charts-là sont normalement C'est aussi intéressant. visibles aussi par l'extérieur, mais aussi un autre appui de Scrum, c'est aussi la transparence. Mais effectivement, mais là on touche du doigt un problème potentiel sur la notion de transparence. La transparence sans explication, ça peut être destructeur. Donc il faut bien expliquer ce qu'on essaye de dire avec ça. Okay. Je vous propose d'avancer un petit peu, on pourra en débattre après, il n'y a aucun souci, mais voilà.
après les pizzas seront froides. Donc c'est pour vous aussi que je dis ça. Ok, donc autre chart que l'on peut avoir. Donc ce qu'on va appeler les product burn down chart ou les release burn down chart, suivant à quel niveau on va se situer. En gros, l'idée, c'est on a une quantité de travail sur notre backlog. À partir du moment où notre équipe a atteint un rythme de croisière, donc où elle est à peu près stable sur ce qu'elle est capable de faire, donc on va être capable, on va pouvoir du moins essayer de donner une information, ce n'est pas une prédiction, c'est une indication sur une date de fin estimée, sur une période de fin estimée, tout en étant bien évidemment tous d'accord que ce n'est pas, on n'est pas Madame Irma, ce n'est pas une prédiction valable à 100%, et tout en étant d'accord que plus on va se rapprocher de cette date, plus notre précision sera grande. Bien. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est ce qui va être représenté par la ligne rouge. Et puis donc ça, c'est une métrique utilisée en Scrum. Et en Scrum, l'idée, c'est que le product backlog, il n'est pas figé, il vit. Okay, donc on peut rajouter des nouveaux items dans notre product backlog. Donc c'est ce qu'on va voir en dessous. Voilà, là, on a rajouté des éléments. Là, on a rajouté des éléments. Et donc, on est potentiellement capable de donner aussi, avec ce graphe-là, des estimations du type. Alors, OK, avec le périmètre initial, on finirait par là. Notez le conditionnel. Avec le périmètre agrandi, on finirait plutôt par là. D'accord? Donc, ça donne des idées de ce type-là. Alors, à votre avis, ça, on en fait quoi? Oui? L'équipe pour la vision, le client pour la date, et peut-être le management pour le financier, mais je ne sais pas. Ça peut, effectivement. D'autres. Moi, j'irais même un cran plus loin. Je dirais que ça peut aussi éventuellement servir au niveau de la stratégie, parce que pour décider ou pas de restaffer dans l'équipe, par exemple. Donc là, oui, non, on n'est franchement pas assez nombreux, il va falloir faire quelque chose. On va augmenter les effectifs de l'équipe, par exemple. Donc effectivement, cette métrique, alors on a tendance, et ça j'aime bien votre remarque, pas oublier qu'elle sert aussi à offrir de la vision à son équipe. On a trop facilement tendance à se servir de cette métrique-là uniquement vis-à-vis de notre management ou de notre client. Pas oublier l'importance de donner, de partager la vision avec l'équipe. Là, on est pleinement dans la transparence que vous évoquiez. Voilà, la transparence, c'est aussi entre nous, mais aussi vis-à-vis de son équipe. OK. La vélocité. Donc, la vélocité, c'est quelque chose qui est connu de la plupart des agilistes, mais qu'il faut utiliser avec précaution. C'est l'effort en fonction du temps pour une équipe donnée. Donc déjà, c'est un indicateur d'équipe, pas un indicateur individuel. Et en outre, c'est un indicateur personnel à l'équipe qui ne peut pas être comparé à d'autres équipes, d'autres ABAC, de l'industrie. C'est un indicateur personnel à l'équipe. Vous pouvez pas. Chaque équipe estime à sa manière en story points. Derrière, vous en déduisez l'effort en story points du sprint donné. Vous voyez l'effort en fonction du temps, en fonction des sprints. C'est ce qu'on appelle la vélocité. Mais en aucun cas, vous allez pouvoir comparer cet indicateur de vélocité de l'équipe A avec l'équipe B. Donc, surtout, c'est la dérive, le danger, c'est d'utiliser cette métrique pour en faire un indicateur de performance d'équipe, de comparaison entre plusieurs équipes. Et même d'en faire, on peut aussi se retrouver avec des managements qui veulent utiliser cette métrique pour challenger la productivité d'une équipe donnée. Et ce n'est pas non plus fait pour ça. Oui. Comment vous l'expliquez justement au management ce point-là qu'on puisse pas parce que la valeur de pointe d'une équipe à l'autre n'est pas forcément sur la même référence? Alors déjà, d'une part, un point dans mon équipe, c'est pas un point dans l'équipe d'à côté, parce que on évite de faire des ratios point jour homme, et on rappelle que le but de la vélocité, c'est d'offrir de la visibilité à court terme, éventuellement à moyen terme, sur la capacité d'engagement de l'équipe. On va juste parler d'engagement avec les vélocités, on va éviter de s'en servir pour d'autres choses. D'accord ? À la base, la vélocité, ça me sert à dire
que nous sommes en tant qu'équipe capables de faire telle quantité de travail pour la fin du prochain sprint. Dès qu'on essaye de s'en servir pour voir un petit peu plus loin, ça commence à devenir risqué. Et alors si on veut s'en servir pour faire de la planification à long terme, pour challenger la productivité des équipes, pour donner des bonus aux équipes, etc., j'ai déjà vu faire ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas déjà, il n'y a pas d'unité de mesure. Si on a vraiment envie de ne pas jouer le jeu en tant qu'équipe, c'est la métrique la plus facilement truandable qui soit. Je surestime en points, je sous-estime mon engagement, je suis toujours à 110%, toujours au-dessus de mes objectifs, ma vélocité augmente tout le temps, il n'y a aucun problème. À moi les bonus. Ça ne marche pas, ça peut pas fonctionner comme ça. Là, c'est ce dont on parlait un petit peu plus tôt, c'est du pur dévoiement d'un outil pour en faire quelque chose pour lequel il n'est pas destiné. La vélocité, c'est fait avant toute chose pour déterminer l'engagement de l'équipe pour le prochain sprint. De la prédictibilité à court et moyen terme. Il y a une question. Oui, Kevin. Une remarque. Je vais poser la question qui va fâcher parce que ça j'ai ça on va dire en projet donc avec une collègue donc on vit donc là on a abandonné l'agilité entre guillemets et là il nous a fait le coup il y a cet été le ratio on va dire vélocité avec le point de Jérôme etc parce que c'est un manager à l'ancienne il y a 50 piges etc. Vous répondez quoi à ça? Vous allez faire plus de l'accompagnement entre guillemets pour oui. Il n'y a pas de solution, on va dire, sur de l'agilité. Voilà, il n'y a pas de solution de miracle. On ne trouvera pas ces petits. Non, c'est clair. Sauf s'il définit une heure égale un point, des choses comme ça, il va s'y retrouver. Ah oui, mais on dévoie pleinement l'utilisation de la vélocité. Là, on va calculer une capacité en jour homme de l'équipe. Ce n'est pas l'idée directe derrière la vélocité. Les deux souvent, questions. Dans les entreprises qui sont en transformation du mode waterfall à agile, ont malheureusement ce réflexe-là aussi. Oui, alors souvent, c'est parce que la vélocité n'est pas forcément bien expliquée. Moi, je sais personnellement, en tant que Scrum Master, et sans honte aucune, au tout début, je n'avais pas compris. J'avais vraiment mal compris cette notion de point d'effort. Et de base, je calculais dans ma tête de toute manière. Donc moi, ce que j'ai tendance à dire pour des équipes qui font cette conversion, c'est OK, dans un premier temps, laissez tomber. Arrêtez de vous mentir, on n'utilise plus de points d'effort, de points de complexité. Stop. Revenons au jour homme, dans un premier temps. Et puis quand on verra qu'on coince avec les jours hommes, on essaiera autre chose. Mais OK, tant pis, vous n'arrivez pas à le faire facilement, on ne masque pas le problème, on l'expose, on bosse avec des jours hommes, on voit qu'avec les jours hommes, la plupart du temps, on va se coincer sur notre engagement d'une manière ou d'une autre. Une fois qu'on en aura fait le constat ensemble, on repart et on essaye autre chose. La grande différence entre les jours hommes et les points de complexité, c'est que l'estimation en jour homme, elle est faite par le chef. Souvent. La complexité, elle est faite par l'équipe. L'équipe est totalement incapable d'évaluer en jour homme parce qu'elle n'a jamais été habituée à ça. Et en fait, le fait qu'on la fasse évaluer en points, c'est justement pour qu'elle ait cette abstraction pour pouvoir faire une évaluation à peu près juste. Au final, on arrive avec ces règles de 3 entre la complexité et les jours hommes, on arrive avec une base jour homme à avoir un résultat précisément faux et avec les points de complexité, un résultat à peu près juste. Je préfère le résultat à peu près juste que précisément faux. Tout à fait. Mais d'expérience, moi j'ai malheureusement déjà vu dans des équipes, dans une grande banque d'investissement que je ne nommerai toujours pas. Bon, alors les gars, on va chiffrer en points de complexité. Vous prenez pas la tête, le point de complexité, c'est 2 jours hommes. Allez, c'est parti, on va faire une estimation collective. Ok, il y a du boulot. Et là, on va reprendre les bases. Donc là, mais sur la théorie, je suis tout à fait d'accord. Les équipes, c'est toujours 0,25. Et puis au daily meeting, le lendemain, on leur dit qu'est-ce que vous avez fait hier. Ça, 0,25. Et les 0,75 non. Donc là, avec vos questions, vous avez déjà un peu répondu à quelle catégorie vous classeriez, notamment dans l'équipe. Vos questions ressortent que cet indicateur métrique de vélocité est fait pour le travail, la catégorie 1, la travail d'équipe. Est-ce que vous voyez, vous avez d'autres remarques, d'autres catégories? Il y a un autre point, c'est que dans les contrats agiles, on utilise la notion
notion de points contractuels pour pouvoir chiffrer. Et je sais que le contrat agile, c'est quelque chose de polémique et on ne va pas y passer 2 heures parce que... On pourrait faire une soirée sur le sujet. Voilà, et puis il y en a pas mal qui s'y sont déjà essayés. En tout cas, voilà, la base du contrat agile, c'est de contractualiser le point et pas l'heure. Et donc, c'est utilisé c'est utilisé en termes financiers. Du coup. Et là, on est sur ces 3 points-là au final. Voilà. Okay. Et pour une utilisation plus traditionnelle, on est effectivement sur le travail d'équipe et sur, on offre de la visibilité. Ça nous permet d'offrir de la visibilité aux clients à court terme. On communique notre engagement aux clients. Yep. Il y a un point, en fait, c'est pas tant la vélocité en elle-même qui va être, moi, disons au niveau peut-être du management, c'est pas la vélocité, mais c'est la courbe d'évolution de la vélocité qui ne doit pas faire du yo-yo, sinon ça veut dire qu'on estime n'importe comment. Oui. Alors ça, on va le voir sur l'indicateur d'après. Du coup, d'accord. Ça arrive derrière. Parce que là typiquement, encore une fois, mais ça on le verra encore un petit peu plus loin, les métriques doivent s'interpréter. On ne doit pas être drivé directement par la métrique et réagir sur « Au secours, grosse chute de vélocité ». Oui, enfin c'était juillet-août. On ne panique pas, tout est normal. Ou alors, effectivement, il y a eu un gros problème et c'est qu'on est très mauvais sur l'estimation. Mais ce qui veut dire que derrière, effectivement, la métrique doit s'interpréter. La vélocité, au sens, on ne va pas se pointer en disant on ne va pas regarder la vélocité du sprint numéro 12. Par contre, on va regarder l'évolution de la vélocité. Et ça va servir au management aussi quand même pour savoir comment travailler avec l'équipe, savoir s'il y a des rappels à faire. Mais moi, je vois plus sur le slide d'après. Quand j'ai pas vu le slide d'après, je suis d'accord. On en a un petit peu parlé déjà. C'est la précision de l'engagement, cette métrique. C'est-à-dire l'engager par rapport au réalisé. Donc là, on voit le réalisé en vert et l'engagé en gris, ou peu importe. Là, comment est fait la métrique. Celle-là, c'est le gris, c'est l'engagé, et le vert, c'est ce qu'on a fait. Là, c'est un sprint 1 typique. Donc là, on construit, c'est le début, le gris, c'est l'engagé, l'équipe s'est engagée sur 100 story points. Et au final, elle n'était pas encore assez mature, c'est le premier sprint par exemple, et on voit qu'elle a réalisé beaucoup moins. Donc là, on est en effet on remarque un effet de surengagement. Comme on en parlait, le sous-engagement est également un problème. Le surengagement en est un, et le sous-engagement, le fait d'avoir trop réalisé, est également un problème, parce que vous allez mettre le product owner en difficulté peut-être. Vous avez mal, même si vous avez plus réalisé que ce que vous êtes engagé, vous avez quand même mal estimé. Et dans un effort de prédictibilité, vous n'êtes pas bon. Enfin, ou du moins, vous êtes moins bon. Donc, cette précision de l'engagement rejoint un peu toutes les remarques qu'on a faites précédemment. Vous classeriez dans quelle catégorie cette métrique? Alors, de base, l'équipe, parce que de toute manière, toute métrique est aussi à destination de l'équipe, sur les notions de transparence entre autres, encore une fois, de vision que l'on peut offrir. Voilà. L'équipe doit avoir accès à toutes ces données parce que l'équipe, c'est ceux qui sont au premier lieu impactés par ce qui se passe. Après, donc, management, effectivement, client, pour la confiance qui peut nous... Enfin, jouer la confiance client là-dessus, c'est assez intéressant. Oui. Vous avez une courbe de prédictibilité après Non, on ne l'a pas mise, la courbe de prédictibilité. En fait, ce qui est important, c'est vraiment le ratio entre les deux. Pas le fait oui, qu'on voit, tout à fait. Oui. Mais après, est-ce que les pourcentages vont apparaître plus bas sur le graphe dans Greenhopper. Voilà. Et, là, on ne les a pas. Problème de capture d'écran. Mais effectivement, oui, derrière, c'est le pourcentage qui va nous intéresser. Et Donc là, par contre, la prédictibilité est un élément qui peut servir pour la planification à long terme. Oui, dans une vision stratégique potentielle. Tout à fait. Parce que c'est la confiance que l'on a par rapport à nos indicateurs qui se joue à ce niveau-là. D'autres remarques? L'amélioration continue, parce que le but c'est quand même aussi de nous-mêmes
Alors, tout à fait, l'amélioration continue, ça nous permet de voir si on s'améliore sur la qualité de notre engagement. Ouais, exactement. Est-ce qu'on continue à se surengager ou, à l'inverse, est-ce que nos estimations sont meilleures? Effectivement, ça peut aussi servir à l'amélioration continue. Même, on parlait d'un problème vécu, si on continue à faire du yo-yo, mais est-ce qu'on estime correctement, est-ce qu'on a bien compris la notion de point de complexité? Tout à fait. Alors là, on est plus sur le travail de l'équipe peut-être, et ça va être déclencheur d'une action d'amélioration continue. Ouais, c'est entre les deux. Ouais. Oui, bien sûr, on est d'accord. Hein, c'est le ratio derrière, c'est le pourcentage derrière qu'on va avoir qui va in fine être intéressant. On peut Oui. aussi étudier les résultats avec un certain lissage, parce qu'on peut se retrouver avec des sprints, par exemple, où il y a eu, sur 2 sprints, on a fait l'engagement, par exemple. Mm-hmm. Mais par exemple, on arrive sur le classique de on développe tout, et puis le dernier jour, on file tout à tester aux fonctionnels qui doivent tester le truc. Du coup, ils n'ont pas le temps de valider les stories, on n'est pas dans une définition déterminée. Donc les stories sont pas complètes, on n'a pas les points, donc on a un engagement très mauvais. On a une vélocité mauvaise par rapport à l'engagement. Et du coup, on arrive à combler le retard sur le sprint suivant ou quelque chose comme ça. Donc il y a peut-être aussi à avoir certains lissages sur toutes les données Tout qu'on à est fait. en train de voir. Encore une fois, on en reparlera un petit peu plus tard, il faut l'interpréter. La donnée brute comme ça, la donnée brute, elle nous dit juste, il faut regarder là. Elle ne nous dit pas, ça veut dire ça. Elle nous dit juste, ça c'est un point d'intention à porter, il y a une étude à faire parce que ce résultat n'est pas normal. Après, ce résultat, il peut vouloir dire effectivement représenter ça, représenter une mauvaise estimation, représenter juste un surengagement totalement idiot. Voilà, ça c'est l'étude qu'il va falloir faire derrière. La métrique, elle sert juste à déclencher l'étude, dans ce cas présent. Un autre exemple, c'est le tableau blanc. Donc le tableau blanc, ça peut paraître bête, mais c'est une métrique en soi. Kanban, c'est une méthode, mais ça peut être une métrique aussi. Alors, j'imagine que vous êtes tous assez familiarisés avec Scrum, au moins une grande majorité. Kanban, peut-être moins. Si je dis Kanban, il y a des gens à qui ça ne parle pas du tout. Il n'y a pas honte, hein? Oui. Ah, ok. Alors, donc Kanban, c'est une autre méthodologie. Bon, pour simplifier, on va dire que c'est une méthodologie agile. Ça pourrait porter à débat. Donc, du moins, c'est une autre méthodologie de travail qui est énormément basée sur l'affichage de ce qu'on fait. Et on va sortir du cadre de l'équipe de dev. On va vraiment essayer de regarder le processus de bout en bout. D'où la multiplication des colonnes. Et on va beaucoup travailler sur des notions d'amélioration continue avec le Kanban. Voilà. Pour faire très très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, on pourra en reparler un petit peu plus en détail après, si vous voulez. Juste sachez que donc, dans le Kanban, on va dire qu'il y a 3 métriques principales. Le tableau blanc, et on voit les 2 autres derrière. Donc là, c'est un tableau blanc, vous voyez, il y a, juste pour vous le détailler, on voit une colonne où on a une pile de choses à faire, le backlog, qui après est priorisé avec une limite qui est utilisée dans Kanban, la limite de travail en cours qu'on limite à 3 tâches, 3 éléments. Une grande colonne de développement avec 3 petites sous-catégories, avec pareil, toujours une limite ici à 4. Ensuite, une colonne pour les testeurs, pour la documentation, et peu importe, le RTS. Ce qui est important, c'est que le tableau blanc, il est personnel à l'équipe. Là, vous voyez un beau tableau avec des lignes droites. Il peut tout à fait être avec des courbes, avec un chemin tortueux. J'en ai déjà vu un très graphique, avec un beau chemin avec une autoroute pour représenter les stories à passer en ligne d'urgence. Ce qui est important de comprendre avec le tableau blanc, c'est que c'est une métrique personnelle à l'équipe qui plus elle va être customisée pour l'équipe, plus dure elle va être à comprendre par le monde extérieur. D'où l'importance d'avoir des légendes. Si votre souci, ce n'est pas forcément le cas, mais si votre souci, votre problématique, c'est avoir de la transparence, sachez que
Un tableau blanc, plus il est customisé, moins il est compréhensible. Et du coup, plus il va falloir de légendes. Et également, attention aux dérives que vous pouvez faire de cette métrique tableau blanc. Un tableau blanc, ça représente un instant T dans votre business, dans votre cycle de vie. Et donc attention à l'interprétation que vous pouvez faire de cette métrique à un instant T. Avec un tableau Kanban, vous pouvez détecter un goulot d'étranglement qui en fait peut ne pas en être un parce que c'est un instant T. Et il n'y a aucune action à mener parce que c'était vraiment très ponctuel. Typiquement, on va détecter un goulot d'étranglement, on va avoir énormément de stories qui vont s'empiler ici parce que les tests n'avancent pas. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, mais c'est pas grave parce que les testeurs étaient en formation pendant 2 jours. Ça va se résorber tout seul. C'est un instant T. À l'inverse, oui, et c'est comme ça depuis 1 semaine. Là, c'est un vrai problème qu'il faut analyser. D'accord ? Et justement, pour ça, on a la métrique suivante. Juste avant pardon. métrique, oui, allez-y. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à comprendre les chiffres. Alors, les chiffres, Les limitations que vous vous donnez par rapport. Là, la backlog, c'est bien la liste des user stories. c'est l'intégralité des choses à faire. C'est pour le sprint. Le to-do. Alors, c'est- pardon, dans forcément. Kanban, il n'y a pas forcément de notion de... Même d'ailleurs, de base, il n'y a pas de notion de sprint. Kanban, c'est une méthodologie qui va fonctionner en flux continu. D'accord ? Pour simplifier, alors encore une fois, s'il y a des experts de Kanban dans la salle, je ferai un petit peu saigner leurs oreilles, mais c'est vraiment pour simplifier. On va dire que Kanban, c'est extrêmement adapté à des problématiques de TMA, par exemple, où on a un robinet d'entrée assez chaotique. Et donc, on a des demandes qui vont arriver au fil de l'eau. Ok, donc on n'arrive pas à travailler avec des sprints rigoureux parce qu'en plein milieu du sprint, on va avoir des choses qui vont venir le perturber. Ok, on ne travaille pas en sprint, on prend ce qui vient au fil de l'eau et on le gère au fil de l'eau. Et on va gérer notre flux. D'accord ? Donc on n'a pas cette notion de sprint dans le Kanban. On peut après cadencer notre Kanban, rajouter des notions de sprint, etc. Mais dans le Kanban de base, dans sa version la plus simple, on a uniquement une notion de flux. D'accord ? Pas de date de début, pas de date de fin, on s'en fiche. Pas au niveau d'un lot. On va juste compter date de début, date de fin, unitairement au niveau de nos items. C'est ce qu'on va appeler le temps de cycle. Le temps de cycle, c'est le temps de traversée d'un item entre... Alors généralement, on va plutôt le mettre entre le moment où il est priorisé et le moment où il passe en prod. On va D'accord. voir ce point dans une métrique, justement. Ok, donc par rapport aux chiffres, alors du coup, c'est. Alors donc les chiffres, c'est ce qu'on... qu'il définit en fonction de sa capacité à. Exactement. Par rapport au nombre de personnes dans l'équipe, au temps de traitement moyen d'une tâche, par rapport à ce qu'on estime être raisonnable comme multitasking, et ça a intérêt à être très faible. Donc voilà, c'est à partir de tout ça, c'est défini, alors il n'y a pas de règle écrite, il n'y a pas une magnifique formule mathématique pour avoir la limite de travail en cours à ressortir. C'est empirique, voilà, on essaye, on pose une limite, on voit si elle nous apporte de l'information ou pas, si elle nous sert ou pas, et on n'hésite pas à la modifier. Et on est vraiment, Kanban, c'est vraiment un process apprenant, et qui est vraiment dans la logique du PDCA que l'on a vu tout à l'heure et de l'amélioration continue. D'accord ? C'est-à-dire, Kanban nous aide à améliorer notre process, mais le process Kanban lui-même s'améliore au fur et à mesure. Ça veut dire qu'elles ont toutes la même granularité, vos stories, là, en fait. Alors, elles ont des granularités comparables. Comparable, on va dire, c'est sur un facteur de 1 à 4 ou de 1 à 5, à peu près. Ça reste jouable. Après, effectivement, si on a repeindre la pièce et repeindre l'immeuble, ça ne va pas marcher. D'accord ? Si on a repeindre cette pièce-là et repeindre le couloir et repeindre les toilettes qui sont plus petites, ça va passer. D'accord ? Pour simplifier. Bon, je propose d'arrêter là sur le Kanban. Si vous voulez, on pourra en reparler en off après, parce qu'on dérive un petit peu. Juste pour revenir sur au tout début, on a dit que les métriques, elles doivent être challengées. Là, c'est d'autant plus vrai. Un tableau blanc, c'est vivant. Il faut le remettre en cause régulièrement, détruire des colonnes qui ne servent pas, revoir les limites et autres. Il faut le faire vivre, le challenger. Donc, Vous le je vous propose de définir dans quelle catégorie vous le placeriez, bien qu'on ait déjà un peu dit l'équipe. En premier lieu, l'équipe, clairement. Et un tableau Kanban, donc dans l'amélioration continue, ça va nous servir. Ça va être des premiers indicateurs de là où on peut porter les actions. Et pourquoi pas aussi, de l'amélioration continue, la stratégie peut en découler aussi. Le client
client, il ne peut pas être intéressé de savoir à quel endroit il s'attache. Il peut. Non, oui, aussi. Mais alors, dans ce cas-là, c'est un peu biaisé parce que dans le Kanban, on va avoir vraiment des équipes au sens large. Et le client peut se retrouver impliqué vraiment beaucoup plus dans l'équipe. Enfin, son travail va être potentiellement aussi sur le tableau de Kanban. Ça dépend de où on l'arrête au final. Donc on peut vraiment voir le process de bout en bout, éventuellement le voir sur des périmètres un peu plus étroits. Alors, très joli celui-là, plein de couleurs, c'est magnifique. Donc le diagramme de flux cumulé, cumulative flow diagram in English. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est très sympa notre tableau blanc, ça va nous permettre de détecter des points de blocage, mais on voit le point de blocage à un instant T. Là, on va historiser l'état de nos colonnes, donc potentiellement historiser nos points de blocage. Et ça ne va pas être, tiens, j'ai un souci là, maintenant ça va être, tiens, j'ai un souci qui dure depuis une semaine. Peut-être temps de commencer à investiguer sur ce problème-là. Alors, basiquement, comment ça marche, c'est juste, on va mettre le contenu de nos colonnes. Là, on est à droite du tableau, là, on est à gauche du tableau. Donc là, c'est ce qui sort du tableau. Et on cumule. Donc forcément, ce qui sort du tableau, c'est une colonne qui ne va pas arrêter de grandir. On sort des stories, on sort des tâches, on sort des items. Voilà. La pile se remplit. Puis après, on a les autres colonnes intermédiaires. Donc, je ne sais plus ce qu'il y avait. Donc, RTS, test, les devs, etc., etc. Et là, c'est ce qui est priorisé. Et donc, si nos différentes lignes restent parallèles, ça va nous indiquer qu'on a un flux régulier. Si ça s'écarte ou si ça se rapproche, ça va nous permettre de voir des endroits où on a potentiellement des points de contention et donc des actions à mener. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça va nous donner aussi à un instant T le temps de traversée moyen. C'est-à-dire, si j'en suis ici, le temps de traversée moyen, c'est ça, pour aller de cette colonne-là à cette colonne-là. Si je suis ici, c'est ça. Alors, c'est bien, il a réduit. On s'améliore. D'accord? Donc voilà, à quoi peut nous servir ce diagramme-là? Donc à votre avis, on s'en sert pour quoi de celui-là? Bon, toujours l'équipe, bien évidemment. L'amélioration continue, clairement. Et c'est vraiment... qui se rapproche ou qui s'éloigne. Voilà. On voit l'évolution pour s'améliorer derrière. Alors, il peut aussi éventuellement nous permettre de prendre des décisions stratégiques assez simplement. Si la courbe du bas suit cette pente-là et la courbe du haut suit cette pente-là, il faut très rapidement prendre une décision stratégique. On n'y arrivera jamais, on est débordé. La pile a grandi beaucoup trop vite que ce qu'on est capable de sortir. Là, il faut prendre des décisions stratégiques fortes. Purger le backlog, engager du monde, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. D'accord ? A l'inverse, si on voit les deux courbes, celle du bas et celle du haut, qui se rapprochent, c'est une décision stratégique. A priori, on est en fin de projet. Il faut peut-être commencer à recaser les gens de l'équipe ailleurs ou à trouver un projet à faire en parallèle, ou ce genre de choses. Oui ? Je ne vois pas l'intérêt de la couleur du bas, en fait. Ce qui est fait, c'est fait. Elle ferait pas pareil. Combien on a réalisé C'est surtout la pente qui est intéressante. La pente représente le débit de sortie. Ouais, mais bon, à un moment donné, là, on a 4 ou 5 unités de temps. Mais Ouais. au bout d'un an, Mais on est d'accord, on purge. 95%. Non, mais bien sûr, mais Enfin, je vois pas au bout d'un an, on aura purgé tout ça et toutes les coupes vont redescendre d'un cran et même plus tôt qu'un an. On purge régulièrement, bien évidemment. Sinon, ça grimpe à l'infini et on chope des torticolis à le regarder. Et c'est... La courbe en un an, elle sert à rien parce que ton équipe elle va avoir évolué, tout a bougé, tu n'as pas fait les mêmes méthodes au début. A priori, tout s'est amélioré. Mais là, sur ce graphe, on mélange le à faire et le fait, et pour moi, c'est deux notions différentes. Je ne vois pas l'intérêt de mélanger le à faire et le fait. C'est le rapport. Le à faire et le fait, c'est quand même c'est une des notions qui est assez au cœur du Kanban. Parce que un des objectifs du Kanban, c'est justement réussir à balancer le débit entrant et le débit sortant, et à réussir à équilibrer les choses. Donc c'est pour ça que dans cette optique-là, on a besoin de cette notion d'entrant. On pourra en redébattre après. Voilà, les métriques, comme on a dit au début, il faut se poser la question de pourquoi on les fait et pour qui. Si dans votre contexte, il y a
n'y a aucune raison de les faire et qu'il faut les dégager. Le temps de cycle moyen intéresse quand même le client. Oui. C'est vers lui qu'on va se tourner pour lui dire dans combien de temps tu vas pouvoir avoir. Alors, on est d'accord. Pour celui-là, donc amélioration continue, je pense que c'est clair pour tout le monde. Pour le client, pour ces notions de temps de cycle, ça, la notion de temps de cycle, c'est notre outil de communication avec le client de base, dans un contexte Kanban, effectivement. Ok. Alors, justement, notre temps de cycle, pas super lisible celui-là. Alors, je vais vous le détailler. Donc, c'est ce qu'on appelle le diagramme de contrôle. L'idée, c'est d'historiser tous nos temps de cycle. J'ai un ticket qui est sorti en temps de temps, je le note. Et j'inscris tous mes points. Voilà. Alors j'ai beaucoup de tickets qui sont sortis en un jour, assez rapidement, donc ils sont vers le bas du tableau. Puis j'ai des tickets qui vont sortir en beaucoup plus de jours, et ça monte jusqu'à 17, 18 jours, 20 jours tout en haut. Okay, donc j'historise tous mes tickets qui sortent. Alors à votre avis, ça, on peut s'en servir pourquoi ? Pourquoi on historise tous les temps de cycle ? Alors, pour plein de choses. Pour de l'amélioration continue. Savoir identifier, a posteriori, une fois que des tickets sont sortis, il y a des tickets qui ont mis beaucoup de temps à sortir. Ce graphe va nous le rappeler et va nous permettre de voir quels sont les tickets sur lesquels il faut peut-être faire une petite étude. Regardez ce qui s'est passé. Pourquoi ce ticket a mis 20 jours à sortir alors que d'habitude on les sort en 1 ou 2 jours ? Il y a probablement eu un couac. Donc on va identifier les tickets sur lesquels porter nos actions d'amélioration continue. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on va, en 2 mots, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la notion de Six Sigma. C'est, on va dire, s'il y avait un black belt de Six Sigma, cette fois c'est lui qui saignerait des oreilles, mais en gros, l'idée derrière Six Sigma, c'est de mettre en place des process de qualité et de savoir où porter les actions de qualité au sein d'une entreprise, d'une usine, dans le monde de la manufacture. On va repartir sur les mêmes bases. Alors là, on est vraiment dans des bases statistiques. En gros, l'idée, c'est OK, on a des tickets qui mettent plus de temps que la moyenne à sortir. Mais c'est normal, c'est une moyenne. Donc, sur lesquels on doit se poser la question. Et donc, en gros, l'idée, c'est qu'on va regarder les tickets, alors que je ne dise pas de bêtises, qui sont un temps de cycle qui est supérieur au temps médian plus 3 fois l'écart type. Si le temps dépasse ça, donc c'est ce qu'on va appeler la upper control limit, c'est-à-dire que ce sont des cas aberrants de notre système. Donc ce sont des cas qu'il faut aller regarder, parce qu'il s'est probablement passé un problème et il ne faut pas que ça se reproduise. Donc il va falloir mener une étude dessus. Okay. Alors des fois, l'étude, ça va juste être de se rendre compte que, oui, on avait oublié de clôturer le ticket. Et puis des fois, s'il y a réellement eu un gros problème de process, des allers-retours interminables qui ne doivent plus se reproduire, dû à un problème mal défini, etc., et ils vont nous forcer à revoir notre process. Donc là, on est clairement dans le cadre de l'amélioration continue. Et dans un autre cadre, donc vis-à-vis de nos clients, ça va nous permettre effectivement d'essayer d'être prédictif sur notre cycle time. De dire, dans 90% des cas, on sort les demandes en une journée. Ça, c'est un chiffre qu'on peut communiquer à nos clients. Et on peut s'engager dessus. Dire, voilà, dans 90% des cas, ta demande sera satisfaite dans la journée. D'accord ? Donc on offre de la prédiction. Ça, c'est un bon indicateur pour le client. C'est bon pour ces notions de cycle time et de diagramme de contrôle ? Désolé. Ok. Le Net Promoter Score. Donc là vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais vous la lire la question. C'est en gros, est-ce que vous recommanderiez votre entreprise à des amis, à des collègues ? De manière plus générale, c'est le Net Promoter Score, c'est vous posez une question à une population. Est-ce que vous, sur la recommandation, est-ce que vous recommanderiez telle fonctionnalité à vos amis, à vos collègues produits ? Est-ce que vous recommanderiez tel produit autre ? C'est une vision très rapide, une interrogation très rapide d'une population, beaucoup plus rapide qu'un long questionnaire de satisfaction ou autre que vous pourriez demander. Mais derrière, ça ne donne pas le même résultat. C'est-à-dire, là, vous proposez de noter de 1 à 10, est-ce que la personne recommanderait telle fonctionnalité à ses amis. Si vous en déduisez qu'il y a une moyenne, beaucoup de gens sont des promoteurs, ils ont noté entre 8 et 10,
ou en dessous de 6 à 0, c'est qu'ils vont commencer à avoir un effet négatif, à être des détracteurs. Derrière, si vous avez beaucoup de détracteurs, ça ne va pas vous dire pour votre produit, si vous avez posé la question, est-ce que vous recommanderiez le produit à vos amis, ça ne va pas vous dire qu'est-ce qui cloche dans le produit. Donc ça n'a pas le même besoin. Si vous êtes dans le cas là, peut-être qu'il va falloir compléter l'étude par un questionnaire de satisfaction plus poussé. C'est un premier indicateur qui est potentiellement, enfin plutôt effectivement de se lancer dans un sondage qui est quelque chose de coûteux. Là, l'idée, c'est est-ce qu'on a besoin de faire un sondage? Alors, juste, enfin oui, non, vas-y, termine. Après, j'aurai une petite anecdote sur ce type de métrique à choper dans l'actualité. Donc ça, c'est le Net Promoter Score officiel. Il y a eu une marque déposée d'ailleurs. En fait, dans l'intérêt de challenger les métriques, vous pouvez aller plus loin. Au lieu de poser la question, est-ce que vous recommanderiez le produit à vos amis, plutôt poser la question, est-ce que vous avez déjà recommandé le produit à vos amis? Vous avez challengé la métrique, là vous ne posez pas exactement la même question en la challengeant. Là vous avez du concret. Est-ce que la population que vous interrogez a déjà recommandé le produit? Un effet bouche à oreille. Et donc ça, c'est effectivement très important de bien cibler la question et de bien cibler la population. Donc il n'y a pas très longtemps, il y a une start-up française qui s'appelle Sonar. Alors c'est pas lié à l'outil que vous connaissez peut-être. Donc une start-up française qui avait fait une jolie levée de fonds, etc. Parce qu'ils avaient des magnifiques scores sur ce type d'outil. Alors c'était pas exactement le Net Promoter Score. Sauf qu'ils avaient uniquement regardé la satisfaction de leurs prospects. Et c'était sur du conditionnel. Est-ce que vous acquéreriez notre produit s'il y avait ça, ça et ça dedans? Et ils avaient des super scores. Par contre, ils ont totalement négligé de poser les questions à leurs clients actuels. Est-ce que vous continueriez à utiliser notre produit s'il y avait ça, ça et ça dedans? Donc ils ont été faire une levée de fonds avec ces magnifiques scores et ils se sont bananés un mois après, peu de temps après en tout cas, parce que leurs vrais clients sont partis, parce que les évolutions du produit ne les intéressaient pas, et leurs prospects sont restés des prospects, parce que c'est très facile de répondre oui, oui, bien sûr, je le ferai sur Internet, sans s'engager derrière. Et donc le taux de transformation était trop mauvais pour permettre à la société de survivre. Donc, le point très important sur toutes ces enquêtes d'opinion, bien évidemment, il faut soigner ces questions. Alors que ce soit quelque chose d'aussi simple que ça ou que ce soit un sondage beaucoup plus détaillé, il faut soigner ces questions, mais il faut aussi, bien évidemment, réfléchir à qui on les pose, ces questions. C'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut en faire? C'est pas une métrique agile directement, ça, c'est une métrique, non, c'est une métrique que nous, on aime bien. C'est une métrique agile parce qu'on demande le feedback. Oui, dans ce sens-là, voilà. C'est pas une métrique agile, trademark, machin, que l'on va retrouver dans le livre Scrum, mais c'est totalement dans la philosophie de la chose. Voilà, ça offre du feedback. Donc, autant l'utiliser. Ça peut se rapprocher du Key Grand Star. Ça peut se rapprocher. Oui, peut-être, éventuellement. Pourquoi pas utiliser ce genre de choses en le détournant un petit peu dans des rétrospectives. Pour dire un type de métrique agile. Ah oui, d'accord. Qui se rapproche de ce genre de feedback. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Oui. Oui. Moi, ça ne sera pas en projet, mais moi, dans ma société, comme on fait, alors je ne sais pas si on l'a fait l'année dernière, mais tous les ans, on fait Great Place to Work. Et ils voulaient avoir en fait plus de détails. Et en gros, ils ont fait ça en fait, D'accord. Management. Mais ils ont ouvert ça à tous les employés. Donc, sauf que les détracteurs, de mémoire, c'était de 0 à 5 ou 0 à 4. On se mouille pas trop. Il y avait un truc intermédiaire. On veut bien poser la question, mais on a un petit peu peur de la réponse. Et derrière, c'était assez compliqué parce qu'il y avait du croisement, etc. Il y avait pas mal de trucs parce que, je sais plus, il y a toute une explication derrière les détracteurs et je sais plus, les pros, alors je suis plus en français promoteur, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. D'accord. Et ça a donné des résultats intéressants derrière? Il y a eu des actions concrètes qui ont été menées? Pas des actions, mais bon, si. Voire au moins des prises de conscience? Oui, on va dire. D'accord. Ok. C'est intéressant. Merci pour celui-là. Alors donc, on le met où là-dedans? Management pour la prise de conscience et amélioration continue pour... Amélioration continue et ou stratégie. Voilà. Ouais.
suivant à qui on a posé la question et dans quel contexte. Tout à fait. Si vous n'avez pas encore lancé les choses, ça va pouvoir justement vous aider à prendre des idées stratégiques, des choix stratégiques. Ensuite, toute une catégorie de métriques qui concerne les nombres, le dénombrement. Vous allez pouvoir compter tout et n'importe quoi. On va voir par quelques petits détails comment s'en servir. Donc, compter en nombre d'items ou en durée. Par exemple, quelque chose qui revient très souvent, le nombre d'anomalies. Le nombre d'anomalies par une échelle de temps donnée. Donc, le nombre de fois qu'une user story repasse dans le cycle de développement. Le nombre d'interruptions que vous avez eues dans votre travail de la journée. On peut compter plein de choses et derrière, ce qui est important, c'est l'interprétation que vous en faites. Pourquoi ça a été mis en place, cette métrique. Revenons par exemple sur le nombre de fois qu'une user story est repassée dans le cycle de développement. À votre avis, qu'est-ce que ça peut vous dire? La spec pas assez bien, on va dire pas assez précise, ou il manque des critères d'acceptance. Oui. Oui, tu as dit il manque des tests d'acceptance. La spec qui est mal définie. Ça peut être également l'équipe de développement qui n'est pas assez mature. Qui lisent pas les specs. Qui lisent pas les specs. Non, ça n'arrive jamais. Le besoin, même s'il n'a pas été défini, le besoin peut changer très rapidement. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs interprétations possibles. Et du coup, on rejoint le danger des métriques. Il faut vraiment faire attention à l'interprétation qu'on en fait. Oui. Pour cet exemple, il faut quand même se poser la question si une user story peut revenir dans une phase de développement ou si c'est pas plutôt une autre user story qui corrigera le tir. C'est à voir aussi. C'est à Ça voir dépend des également. règles du jeu qu'on met en place. Effectivement. Tout à fait. C'est polémique parce que chaque user story a ses points. Du coup, qu'est-ce qu'on fait si la story revient, on retire les points, enfin, Mais si on en crée une nouvelle, on risque de perdre cette notion de attention, c'est rouvert et il y a eu un souci. Donc il faut trouver un moyen de l'historiser aussi parce que c'est quand même une information super importante, enfin, qui peut être super importante à garder. Mais ouais. J'ai cité le nombre d'interruptions. Ce que j'entendais par là, c'est vous êtes à votre travail, vous comptez le nombre de fois qu'une personne extérieure vient vous déranger et vous synthétisez ça à la fin de la journée dans un tableau Excel. Ou le temps, ça peut. Soit on compte en nombre de fois, soit en durée. Alors, et derrière, qu'est-ce que vous en faites? Moi, j'ai connu une entreprise, pas personnellement, mais par un collègue, qui a mis en place un système où personne n'était autorisé à déranger les autres de 2h à 3h de l'après-midi. C'était l'heure libre l'heure où chacun était cloisonné dans son périmètre pour ne pas être dérangé et être efficace. Ça dépend vraiment des que c'était l'heure de la sieste. C'est pas... Chut, pardon. Alors, ouais, juste pour rebondir, donc effectivement, on peut compter tout et n'importe quoi, et là encore, on va compter que si on a le besoin de compter. Les bêtes dénombrement, c'est très intéressant pour mettre du factuel sur du ressenti. J'ai l'impression que je passe mes journées à être interrompu. Et ça me gêne. Parce que ces fois, je suis interrompu et ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Je ne vais rien compter, parce que c'est pénible de compter. Donc j'ai l'impression d'être tout le temps interrompu. Ça me gêne. Il vaut mieux que j'aille voir mon manager, mon chef d'équipe, que sais-je, en lui disant, ben voilà, je suis interrompu. Enfin, il vaut mieux que j'aille le voir en lui disant, voilà, j'ai été interrompu 27 fois dans la journée. À la louche, ça m'a bouffé 2h30 de temps. Voilà. Et ça fait une semaine que ça dure. Plutôt que j'ai l'impression qu'on m'empêche de bosser. J'ai l'impression qu'on m'empêche de bosser. En plus, si vous êtes d'un naturel un peu râleur, votre manager il va prendre un air très très compatissant. Il va peut-être vous offrir un café et puis ça va s'arrêter là. Par contre, si vous arrivez avec du chiffre, du concret, ok, d'accord, très bien. Il y a un vrai problème. On l'a vu. On peut faire une action dessus. Et même, PDCA, on a des métriques, on va pouvoir compter si ça diminue ou pas. On va pouvoir objectiver, voir si les actions mises en place nous permettent de résoudre le problème. Alors bon, les dénombrements, hein, vu qu'on peut à peu près compter tout et n'importe quoi, ça va, suivant ce qu'on compte, ça peut rentrer dans toutes les catégories.
Et attention aux dérives et aux interprétations nécessaires de ces chiffres. Alors, un petit point, donc subjectif versus objectif. Donc il y a deux manières. Il y a deux manières de faire des métriques, basiquement. Il y a une manière qui est purement statistique. On compte les choses. Donc on a vu soit un bête dénombrement, soit un dénombrement avec des jolis graphes bien ordonnés derrière, comme tout ce qu'on a pu voir là, et il en existe d'autres. Et donc ça, c'est bien, c'est factuel, c'est froid, c'est dépassionné. Derrière, reste l'interprétation. Bon. Et puis, on va avoir d'autres types de métriques qui vont plus jouer sur le subjectif. Alors, on en a vu un exemple, le Net Promoter Score joue plus sur le subjectif. Même si derrière, on compte. Et puis, il y en a d'autres qui sont vraiment sur le subjectif. Donc, on va pas forcément épiloguer sans s'étendre dessus ce soir, mais c'est vraiment, il faut les mentionner. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple les notions de Team Barometer. Voilà. Alors, Team Barometer, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être tous les matins, enfin, une manière de le faire, il y a plein de manières de le mettre en place, encore une fois, ça peut être tous les matins, on va dire aux membres de l'équipe de noter leur humeur. Ou, tous les matins, on va demander aux membres de l'équipe de noter leur confiance vis-à-vis du projet aussi, ça peut prendre cette forme-là. D'accord? Donc, on est vraiment sur, on va historiser du ressenti, historiser du subjectif. Alors, ça peut avoir son intérêt. Moi, personnellement, j'utilise ça vraiment avec des très très grosses pincettes, parce que d'une part, alors déjà, si on se retrouve avec des équipes qui trouvent intrusif le fait de time tracker, donc de noter le temps sur leurs tâches, si en plus on va leur demander leur humeur, ils vont probablement mal le prendre. Et on va avoir un paquet de smileys négatifs très rapidement, ou alors juste des gens qui vont mettre un sourire pour pas qu'on les embête. C'est aussi l'autre possibilité. Donc voilà, ce genre de métrique subjective, c'est à utiliser avec beaucoup de précautions, à utiliser dans des équipes matures, parce que sinon on risque plutôt de pourrir l'ambiance qu'autre chose. Autre possibilité, par exemple, les rôtis. Vous connaissez les rôtis ? Retour sur le temps investi, c'est un petit vote qu'on va faire à doigt levé à la fin d'une réunion, à la fin de voilà, et c'est est-ce que vous avez estimé que cette réunion vous a été profitable. Donc de 0, j'aurais mieux fait de pas venir, jusqu'à 5, youpi, vous venez de changer ma vie, c'était la plus belle réunion de toute ma vie. Donc voilà, on va voter pour avoir un feedback rapide sur la réunion. Ça peut être très intéressant. Ça, moi je l'utilise assez souvent. C'est surtout intéressant quand derrière on interroge les personnes qui ont voté des scores bas. Parce que c'est personne n'a aimé cette réunion, tout le monde a l'impression d'avoir perdu son temps. Ok, très bien, merci, à la prochaine fois. Voilà, donc là, on va avoir un effet très négatif. Donc c'est des métriques, comme toutes les métriques, il faut les interpréter et les utiliser. Là, pour le coup, les utiliser, ça veut dire aller interroger les gens sur le pourquoi. D'accord ? Donc voilà, sachez qu'il y a aussi tout un tas de métriques beaucoup plus subjectives qui vont exister, qui peuvent vous apporter des informations intéressantes. Néanmoins, là, on touche vraiment à la psychologie des gens. C'est à manipuler avec beaucoup de précautions parce que voilà, des gens peuvent mal le prendre, on peut braquer des gens, on peut mettre des équipes très mal à l'aise avec ce genre de choses. Faut le savoir avant de le mettre en place. Voilà, des remarques, des gens qui utilisent ce type de métrique peut-être déjà avec des bons résultats ou des dérives des fois qui sont apparues D'accord. Et ça marchait bien ? Ouais, ils ont vu que ça s'était dégradé au fur et à mesure des semaines. Ah, donc ça a donné une indication intéressante. Donc ça peut être pas mal. Bon, l'intérêt du travail, c'est des petites tâches, des devs, ça peut être intéressant. D'accord, donc la motivation de l'équipe baissait à cause. Il y avait des périodes où vous avez des choses plus intéressantes à faire et là, d'accord. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour relativiser certaines attitudes. Enfin, moi, pour travailler dans une équipe où certaines personnes passent leur temps à se plaindre, à dire que ça va pas, que c'est horrible, que machin. Quand on va les voir en leur demandant mais ça va vraiment pas, enfin tu vas vouloir partir, non mais c'est bon, ça va. Du coup, je pense que ce genre de métrique permettrait peut-être aussi de le forcer à arrêter de ronchonner pour se défouler
et à peut-être à expliquer, enfin pas à expliquer, mais au moins à afficher son humeur et donc à être relativiser plus objectif. Voilà, peut-être. relativiser. D'accord. Ok. D'autres remarques sur... Oui. Pour moi, elle est dangereuse, cette métrique-là, parce que si on n'a pas les moyens d'agir sur le ressenti des gens, vous avez un effet de contagion et un effet, d'accord, j'ai dit que j'étais pas content, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Oui, mais ça, c'est exactement ce qu'on peut avoir aussi, une rétrospective sans plan d'action derrière. Voilà. On est venu, on a soulevé des problèmes, rien n'est fait, on soulève les mêmes problèmes la fois d'avant. Ouais. On est typiquement dans le même ordre d'idée. Effectivement, si on relève cette métrique et qu'on ne s'en sert pas, ça peut être... C'est un effet encore plus... Tout à fait. Ok. C'est le cas pour... Enfin, c'est peut-être plus dangereux pour des métriques subjectives parce que ça va créer plus d'énervement, mais c'est le cas pour toutes les métriques. L'impression de travailler de faire une métrique pour rien. Oui, mais ça, c'est ce qu'on a effectivement dit au début. Hein. Encore plus quand on te demande comment ça va, pas bien, c'est dommage. Ça énerve encore plus. Cool. Effectivement. Alors, excuse-moi, j'accélère un petit peu parce que je crois qu'on a totalement exposé les délais. Là. Alors, c'était toi ça? Très rapidement, sur l'utilisation des métriques, donc on l'a dit tout au long de la soirée, il faut, d'une part, c'est pas parce que vous êtes en Scrum ou dans une autre méthodologie agile que vous allez utiliser toutes les métriques liées à cette méthodologie. Vous n'allez pas forcément utiliser en Scrum toutes les métriques Scrum et inversement, c'est pas parce que vous n'êtes pas en Scrum que vous n'avez pas le droit d'utiliser des métriques Scrum. Donc c'est pas forcément lié à une méthodologie. Et le point essentiel, si vous devez en retenir qu'un, c'est qu'une métrique, il faut l'interpréter. Pardon ? Donc une métrique a besoin d'une interprétation. Une métrique en soi, c'est juste des chiffres. Le plus important, c'est le texte qui va derrière pour l'expliquer. Je citerai une citation de Mark Twain que j'aime bien, qui est il existe 3 mensonges, les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. On peut remplacer le mot statistique par métrique, ça marche très bien. Donc, ne pas oublier ce facteur humain pour interpréter les métriques. Donc, derrière, ne pas avoir des systèmes automatisés d'interprétation des métriques. Il faut le facteur humain. Deux exemples qu'on a déjà vus, juste pour les repointer du doigt. Donc l'exemple que vous mentionniez d'un sprint burn-down chart en escalier. Alors très bien, on est à un jour de la fin et quasiment rien n'a baissé. Est-ce que ça veut dire que l'on doit déclencher un plan d'urgence monstrueux ou est-ce que c'est normal et que tout va baisser? Donc voilà, la métrique, elle nous dit, attention, regardons là, il y a peut-être un problème. Elle ne nous dit pas, il faut mettre en place un plan d'action. Et l'autre cas que l'on a déjà aussi mentionné, c'est sur notre tableau Kanban, on a un goulot d'étranglement à un instant T. Si c'est un instant T, c'est pas grave, ça va se résorber tout seul. Si c'est récurrent ou si ça dure, là, il faut agir. En gros, il y a 2 types de problèmes. Il y a les problèmes qui vont être conjoncturels. Et les problèmes conjoncturels, on attend qu'ils passent. Parce qu'en essayant de les corriger, on risque d'apporter plus de chaos à notre organisation qu'autre chose. Donc là, le professeur Deming, dont on a parlé, qui est le promoteur de la méthode PDCA, a fait beaucoup d'études là-dessus, sur le fait de rajouter de l'instabilité dans des systèmes en essayant de corriger des faux problèmes. Donc, on a des problèmes de type conjoncturel et on a des problèmes de type structurel. Et nous, c'est les problèmes de type structurel qu'il faut attaquer. Alors, on va faire un rapide point sur l'outillage. Alors, les métriques, des fois, un papier, un stylo, un tableau blanc, une règle, c'est bon, ça va. On peut s'en sortir comme ça. Des fois, ça ne va pas être suffisant. Si l'équipe est grosse et qu'on manipule beaucoup de données, si on est en Kanban et qu'on veut faire un cumulatif flow diagramme à main nue, c'est extrêmement pénible à faire. Déjà, tenter l'exercice, c'est presque aussi intéressant que d'utiliser MS Project. Avis personnel. Donc, très rapidement, on va se poser la question de l'outillage. Mais il ne faut pas que ce soit automatique, l'outillage. Comme le reste, ça se challenge. Il faut voir le ROI de l'outillage. Les outils, souvent, pas tous, mais souvent, ça va être payant. Et puis, ça a un coût d'entrée. Il faut le structurer, il faut le configurer, il faut s'habituer à s'en servir, il faut expliquer aux gens comment on s'en sert, etc. Donc, vraiment,
il faut regarder le coût, donc en argent, en temps, en énergie, hein, que l'on paye une licence, que l'on forme les gens à son utilisation, voilà. Et ce que ça va réellement nous apporter. Donc, on améliore les choses parce qu'on va peut-être avoir des graphes plus précis, des données un petit peu plus précises, hein, voilà, mieux structurées. On va automatiser les choses, donc ça va potentiellement nous libérer du temps. Donc au final, il faut vraiment réfléchir au retour sur investissement. D'accord ? C'est l'outillage, ça ne doit pas être un réflexe. Comme le reste, ça se challenge, ça se réfléchit et ça se met en place. Très rapidement, je vous présente quelques outils. Excel, vous le connaissez tous, j'espère. Mais ce n'est pas pour autant que, parce qu'il est connu qu'il ne faut pas l'oublier. Il permet de faire des choses rapides et très simples pour plein de métriques accessibles très rapidement, les dénombrements et autres, des graphes. Donc n'oubliez pas Excel lorsque vous évaluez l'outil que vous aurez besoin pour votre métrique. Jira, donc un outil certes payant, mais assez cher, mais très utile. Avec son plugin Jira Agile, anciennement Greenhopper, qui vous permet, historiquement c'était très connu pour être un bug tracker, pour suivre vos anomalies, et c'est devenu beaucoup plus que ça, avec aujourd'hui, vous pouvez suivre votre Kanban ou votre Scrum, avec votre backlog, les graphes automatiques qu'il peut générer et autres. Je passe très rapidement aux autres outils. Il existe iScrum, donc dédié à la méthodologie Scrum, pareil, qui va vous permettre de saisir votre backlog et le suivre. Redmine, un fourre-tout avec plein de plugins qui également, s'il est utilisé dans votre entreprise, vous pouvez mettre en place les plugins nécessaires pour suivre votre méthodologie agile. Par contre, les plugins Kanban ne sont plus mis à jour depuis une éternité et ne marchent pas sur la dernière version de Redmine. J'ai regardé il y a 6 mois, ça a peut-être changé depuis. Mais, il y a 6 mois, c'était plus possible de faire du Kanban en Redmine. Sonar Source, l'outil qui va vous permettre d'avoir des métriques automatiques sur la qualité de votre code. Donc attention, là on parle de métriques automatiques. Donc attention à l'utilisation justement qu'on va en faire. Je peux me permettre une petite anecdote sur Sonar justement, pour parler d'outils totalement dévoyés. Sonar, donc, qui, dans une grande administration française, là non plus je ne vais pas les citer parce que c'est pas très glorieux, ils ont décidé d'utiliser Sonar, donc le management utilise Sonar pour juger de la qualité du travail des équipes. Donc ce n'est pas utilisé par les équipes pour driver leur activité, mettre en place de l'amélioration continue, travailler sur la qualité du code, c'est utilisé par le management pour récompenser les équipes en disant « Ok, c'est bon, vous avez une note globale de temps, donc c'est parfait ». Et c'est utilisé par le management pour récompenser les équipes, mais surtout par le management pour reporter au top management pour dire « Regardez, nos gars, c'est des bons, on fait du très très bon travail, c'est pas nous, c'est Sonar qui le dit ». Alors il faut savoir que Sonar, il va donner une note globale au projet qui est basée sur tout un tas de trucs. Et que, alors ça c'est objectif, il compte. Par contre, la note globale, c'est un polynôme que l'on construit. Donc je donne tel poids à telle note, tel poids à telle note, un poids très très faible sur la couverture de test qui est franchement ridicule, donc on va peu le compter, et voilà, et je vais jouer sur les poids. Bon, alors, résultat, dans cette administration, ils n'ont pas la moindre équipe qui descend en dessous de 93%. Voilà, c'est tous des cadors. Bon, par contre, leur projet n'arrête pas de se planter, je ne comprends pas. Mais en tout cas, sur le papier, c'est des bêtes. Donc voilà, ça, un exemple typique de on a quelque chose qui est fait pour aider à la qualité du code. Au final, ça sert à autre chose, donc ça ne marche, ça donne une fausse indication. Effet pervers bonus, les équipes, voyant qu'ils ont des super scores sur Sonar, regardent même plus l'outil. Qu'est-ce qu'on va s'embêter à améliorer notre qualité? On a 97%. On est des boss, les gars. Pensez quand même à faire un test unitaire de temps en temps, quoi, ça serait sympa. Donc voilà, outil dévoyé et contre-productif et échec. J'ai également volontairement ajouté Project, qui ne fait pas que du cycle en V et du waterfall. Dans sa version 2013, tout est intégré pour faire de la gestion de projet agile. Avec des beaux templates.
dédié. Est-ce que vous voyez d'autres outils rapidement Enfin, en vous, tête vous, d'ailleurs, vous utilisez un outillage spécifique pour avoir Mantis, normalement TFS, TFS, voilà, ouais, qui sont des Dans outils l'univers de type Microsoft. Jira, on va dire. Oui, effectivement. D'accord, je ne connais pas personnellement. Ok. D'autres Vous connaissez Trello ou pas? Trello, Trello, oui. 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 Trello, on l'utilise nous-mêmes. Moi, c'est plus sur des projets internes. C'est pas mal. Et nous, Bien le nous, job. Trello, effectivement, on l'utilise. Alors déjà, on l'utilise pour animer nos réunions internes à SWAT Agile sous forme de Linkofi. Ça marche pas mal. Je l'ai utilisé comme outil d'animation de rétrospective sur des équipes qui étaient éclatées géographiquement. Donc ça aussi, ça marchait très très bien. Et effectivement, pour faire un suivi sur des projets simples qui n'ont pas besoin de grosses métriques, c'est pas mal. Donc Trello, c'est un outil qui est gratuit, si je ne dis pas de bêtises. En gros, c'est un board virtuel que l'on peut partager gratuit. Et c'est hyper intuitif. Et il est TRE2LO, ouais. Franchement, un outil pas Avec mal. des applications mobiles, iOS, Android et autres également. D'autres outils en tête Et donc, et vous, alors nous, on vous a présenté les métriques communes, les métriques que nous on utilise assez souvent, mais alors vous, dans vos contextes particuliers, vous avez mis des choses en place que vous pourriez éventuellement partager ou des retours aussi peut-être de métriques qui n'ont pas marché et que vous avez abandonnées ou des... Oui. En fait, les métriques que vous avez présentées, c'était plus des métriques basées sur la production. Mhm. Vous n'avez montré aucune métrique sur la qualité. Alors, oui. Et notamment dans la qualité, moi la métrique que j'aime le plus, c'est le suivi dans le temps des courbes, de la courbe des anomalies ouvertes non corrigées. Voilà, parce qu'en gros, si on a une tendance à l'augmentation, la qualité est en baisse. Donc après, il y a d'autres métriques qualité. Effectivement, alors on n'a pas parlé de la qualité. On a hésité, on s'est posé la question, est-ce qu'on crée une catégorie numéro 6 qui est métrique de suivi de la qualité? Est-ce qu'on part du principe, ça a été notre choix, mais c'est totalement discutable, que la qualité s'était répartie entre la catégorie numéro 1, je drague le travail de mon équipe le jour, et la catégorie numéro 5, je mets en place de l'amélioration continue, et que les métriques de qualité in fine, elles nous servaient sur ces deux plans-là. Après, effectivement, on ne les a pas détaillés, parce que là, pour le coup, c'est des trucs qui sont assez spécifiques, nous, notre angle, c'était de parler des métriques traditionnelles apportées par les méthodos traditionnels. Les métriques qualité, on va dire, elles sont un peu transverses. Mais effectivement, et c'est pour ça qu'on a mentionné Sonar aussi, oui, il y a tout un tas de métriques à mettre en place au niveau de la qualité. Et pour le coup, encore une fois, on ne va pas toutes les mettre en place, parce que c'est coûteux, parce que c'est lourd, parce que c'est pénible. On va mettre en place ce qui nous permet d'obtenir quelque chose et de déclencher des actions intéressantes derrière. D'autres points, remarques? Parce qu'il y en a quand même beaucoup sur la qualité. Oui. Oui. Du coup, il y a du tri à faire. Clairement. Sinon, on passe son temps à faire des métriques, on oublie de produire des choses. Note, si on ne produit plus rien, les métriques sont faciles à faire. Ok. Alors, pour conclure, on va détourner un slogan publicitaire, on va dire que les métriques, ce n'est pas automatique. Pensez à ce que vous mesurez. D'accord. Ne mesurez pas parce que vous mesurez, parce que c'est marqué dans le bouquin, parce qu'on vous a dit qu'il fallait le faire, parce que voilà. Pensez à ce que vous mesurez, challengez vos métriques au moment de les mettre en place, mais au fil de l'eau aussi. Une métrique qui était utile à un instant T à votre management, votre management va penser à vous en demander des nouvelles. Ils vont rarement penser à vous dire que celle-ci ne sert plus. Donc si vous sentez que c'est plus vraiment utilisé, n'hésitez pas à le demander. Ils vont pas mal le prendre. Rarement en tout cas. Et les métriques, ça s'améliore en continu comme n'importe quel process agile. D'accord ? On l'a dit avec le tableau blanc Kanban qui va s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, toutes les métriques, elles peuvent s'améliorer, se raffiner et éventuellement se supprimer quand elles ne servent plus. Il y a également un contexte où on essaye de déterminer la cause d'un problème. Et dans ce cas-là, on va poser un métrique qui va être assez temporaire. Tout à fait. Pour valider ou invalider. Voilà. Appliquer la roue PDCA, ouais. Là, on est typiquement dans une logique problématique. PDCA. On va mesurer les choses pour
propose de conclure par une métrique. Ah, J'ai juste une question. C'est comment vous faites pour convaincre un manager qui vous demande une métrique que la métrique qu'il demande n'a aucun intérêt? Ça dépend du manager. le coût Combien elle Comment va ça, le coûter coût, à tu mettre tapes le... Bah voilà, on va lui dire ça sert Le à rien, cette métrique, elle n'apportera rien, et essayer de le convaincre. Bah effectivement, on va lui parler ROI. On va dire oui, on peut le faire, mais c'est très coûteux, ça va nous prendre du temps, ça va nous... Voilà, donc qu'est-ce que tu en as réellement besoin par rapport au coût que ça va prendre? Et qu'est-ce que tu en fais derrière? Alors, après, ça dépend ce que vous entendez par nous. Effectivement, si nous, c'est moi en tant que chef d'équipe, ou si c'est moi en tant que coach qui ai un œil externe. Évidemment, le boulot en tant que coach est beaucoup plus facile là-dessus. Parce que je ne suis pas taxé de oui, tu ne veux pas le faire parce que ça t'embête. Donc il y a effectivement ce problème-là. Mais avoir un œil externe, c'est assez intéressant. Avoir un œil externe sur l'ensemble des métriques utilisées sur un projet, c'est utile, vraiment utile. Et in fine, ça fait gagner du temps et de l'argent à l'ensemble du projet. Hein, rappelez-vous l'exemple que j'ai donné au tout début, le chef de projet de la banque en question, que j'ai failli dire, pensait même pas qu'il était autorisé à demander à son chef. Moi, je suis arrivé dessus avec un œil neutre, on a été voir le chef et ça s'est très très bien passé.